Avec cette leçon sur la croissance économique depuis le milieu du XIXe siècle, qui en général ouvre le programme de première, on s'attaque donc à de l'histoire économique et sur une longue période, puisqu'il faut examiner l'évolution de cette croissance que nous allons définir jusqu'à nos jours. Alors, définir la croissance, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène nouveau au XIXe siècle, c'est-à-dire que les sociétés économiques précédentes n'ont pas connu la croissance. Des sociétés agraires, rurales, des sociétés marchandes produisent de la richesse, mais pas véritablement de la croissance. Parce que la croissance, qu'est-ce que c'est? La croissance, c'est l'augmentation annuelle de la richesse d'un État qui est donc calculée en pourcentage. Cela peut s'exprimer dans l'augmentation du produit intérieur brut ou du produit national brut. Alors, pourquoi cette croissance se met-elle à exister au XIXe siècle? Quelles sont les causes de la croissance? D'abord, une révolution technique. À la fin du XVIIIe siècle, c'est l'invention de la machine à vapeur, qui ensuite va être appliquée au transport, c'est le développement du chemin de fer, c'est le développement du transport maritime, et puis plus tard, à la fin du XIXe siècle, c'est l'exploitation du pétrole et l'utilisation de l'électricité. Les causes sont aussi à chercher dans l'organisation économique des pays d'Europe, d'Amérique du Nord, qui adopte et développe le capitalisme libéral, qui est un système qui favorise la propriété privée et la recherche du profit, et qui aide à créer cette croissance. Capitalisme libéral qui est tempéré par ailleurs par un certain protectionnisme, puisque la plupart des États protègent leurs frontières des marchandises extérieures. Parmi les causes, il faut aussi citer les nouvelles méthodes de production qui apparaissent à la fin du XIXe siècle. À partir de 1880, on adopte le taylorisme, qui est le travail à la chaîne, qui permet de gagner du temps sur la fabrication des produits industriels et qui augmente la productivité de ces activités. Alors, les conséquences sont évidemment très importantes. On a une augmentation de la production de biens industriels, production minière, production sidérurgique, production de textiles, et puis ensuite, production de biens de consommation courante. Cette industrialisation a également des conséquences sur le monde agricole, puisque les campagnes vont être mécanisées. C'est l'arrivée du tracteur, de la moissonneuse-batteuse dans les campagnes, et vont donc diminuer les besoins en main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'exode rural, le départ des paysans qui n'ont plus d'emploi dans les campagnes, et qui vont grossir les rangs du monde ouvrier qui sera employé dans les usines. Et conséquence aussi, c'est un début de consommation de la part des populations. C'est une consommation qui, au XIXe siècle, est encore assez timide et qui concerne essentiellement les classes aisées, mais qui est appelée à se développer. Alors, on s'aperçoit, quand on regarde sur la longue durée, que la croissance connaît des phases d'accélération qu'il faut identifier. Alors, les révolutions industrielles sont évidemment les premiers moments où la croissance s'affirme. Notre programme commence en 1850, c'est-à-dire qu'on est un peu entre les deux premières révolutions industrielles, la première apparaissant au tout début du 19e, et la deuxième, celle du pétrole et de l'électricité, à la fin du 19e siècle. Alors, cette croissance n'est pas énorme, c'est une croissance qui tourne à peu près autour de 3% par an. Mais par rapport à l'absence de croissance qu'on a connue dans les siècles précédents, c'est déjà un progrès. Alors, il faut bien identifier cette période des Trente Glorieuses, qui est la période d'après la Seconde Guerre mondiale, et qui, pour les pays développés à économie de marché, c'est-à-dire l'Europe occidentale, les États-Unis, est la période de plus forte croissance, puisque là, on atteint un chiffre de 5% de croissance par an, ce qui, sur une durée de presque 30 ans, est très important. Alors, cette période des Trente Glorieuses est marquée par la reconstruction d'après-guerre, par la modernisation aussi des économies, ainsi que par la tertiarisation de l'emploi, et désormais, ce sont les activités de services qui, en plus des activités industrielles, tirent la croissance vers le haut. Alors, après les chocs pétroliers, premier choc pétrolier de 1973,
on a une croissance qui ralentit, mais qui ne disparaît pas. On reste encore à 2% de croissance à peu près, et on tend à penser que dans les années 1990, on assiste à une troisième révolution industrielle, qui est celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais qui crée une croissance moins forte que celle des Trente Glorieuses, et surtout une croissance qui est moins bien répartie parce que les États-Unis ont été les principaux bénéficiaires de cette croissance. Alors, que se passe-t-il entre ces phases de croissance ? La croissance, elle est fluctuante, elle n'est pas régulière, et entre les phases d'affirmation de la croissance, on a des périodes de récession, de ralentissement de la croissance ou de crise. Alors, on peut éventuellement expliquer ça par les cycles de Kondratiev, qui établit qu'il y a dans l'évolution économique du monde une succession de phases de croissance, de phase A, et de phases de récession, de phase B, et que ces phases de croissance sont en général impulsées par la découverte d'une innovation. Le charbon au tout début, puis ensuite le pétrole, l'électricité, et puis la généralisation des biens de consommation pendant les Trente Glorieuses, permettent à la croissance de redémarrer. Bon. Aujourd'hui, il faut bien dire que cette explication par les cycles de Kondratiev ne convient pas forcément à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais ça peut être un élément d'explication qu'on peut retenir. Alors on a aussi un moment de fluctuation un peu particulière de la croissance, c'est ce qu'on a appelé la Grande Dépression de la fin du XIXe siècle, qui correspondrait donc à une phase B, et qui dure de 1873 à 1896. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une transition entre la première révolution industrielle, dont les effets commencent à s'épuiser un peu, et la deuxième révolution industrielle qui est à venir. Mais surtout, dans cette première partie de notre programme, 1850-1875, beaucoup d'entreprises se sont créées. Certaines étaient peu rentables, étaient peu viables, et finalement on peut voir cette Grande Dépression comme une espèce d'assainissement et de rationalisation du tissu économique, avec des petites entreprises qui disparaissent, mais ensuite de grandes entreprises, des trusts, des cartels, qui se constituent et qui sont beaucoup plus solides. Alors, évidemment, on est appelé à s'intéresser particulièrement à la crise des années 30, qui correspondrait donc à une phase B, et qui est une crise de référence. Alors pourquoi ? Parce que c'est une crise boursière, bancaire, qui part des États-Unis. Mais en fait, cette crise recoupe une crise de surproduction de l'industrie américaine qui n'arrive plus à vendre ses stocks. Et ça, c'est un effet du Fordisme, c'est-à-dire cette application du taylorisme à l'industrie américaine qui augmente considérablement la productivité, mais on finit par produire trop, d'une certaine façon. Alors, la crise des années 30 est une crise de référence parce que ça a été une crise mondiale, mais aussi parce qu'on a tendance à voir une espèce de séquence continue entre le début de la crise en 1929 et le déclenchement de la guerre en 1939. Non pas que la crise ait provoqué la guerre, mais la crise a favorisé l'émergence du nazisme, l'arrivée de Hitler au pouvoir, et on le sait, l'Allemagne nazie a voulu la guerre. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Depuis la fin des Trente Glorieuses, on assiste à un ralentissement de la croissance. Cette croissance a même disparu depuis la crise des subprimes de 2008. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui surtout, c'est une nouvelle répartition de la croissance dans le monde, puisqu'un certain nombre d'États émergents connaissent une croissance importante. On peut évidemment citer la Chine, ou les fameux BRICS, dont la croissance est d'ailleurs parfois un petit peu décevante, alors que les vieux pays industrialisés connaissent une croissance qui est quasiment nulle depuis maintenant plusieurs années. Alors en conclusion, on a vu que la croissance était un élément un peu permanent depuis un siècle et demi. On peut se demander quel est l'avenir de la croissance. Certains économistes qui prennent de la distance historique regardent toute la période d'un peu loin et se demandent si finalement la croissance, ce n'était pas un phénomène qui était appelé à durer seulement pendant environ 2 siècles et qui aujourd'hui serait terminé de façon définitive.